d'utiliser les plateformes de santé pour mettre en avant leurs causes, en les bloquant, en les rendant indisponibles, en défigurant un certain nombre de sites web. Et enfin, il y a un quatrième axe qui est celui de la cyberguerre, avec des terrains d'opération importants en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, et dont on peut subir des dommages collatéraux parfois. Maintenant, ce qu'on voit depuis 3 ou 4 ans en France au niveau du système de santé, c'est plutôt de la cybercriminalité, c'est-à-dire l'objectif premier est de gagner de l'argent en bloquant un hôpital et en lui demandant une rançon pour lui rendre ses possibilités, et éventuellement en le faisant chanter quant à la diffusion de données personnelles sur les patients. Ça dure depuis 4 ans. Il n'est pas prévu que ça s'arrête à court terme, et c'est pour ça qu'on a toute une dynamique de renforcement de la cyber. Merci Vincent. Christophe, on vient donc de voir avec Vincent l'état de la menace au niveau français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au niveau global, c'est-à-dire au niveau mondial et européen, en termes des acteurs, dangerosité des attaques et puis l'efficacité de ces attaques? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, comme le disait Vincent, il y a une grosse partie des attaques, notamment sur le système de santé français, qui sont liées à de la cybercriminalité, j'allais dire presque classique, hein, dont la motivation est effectivement de générer de l'argent, hein, pour ces gens, qui d'ailleurs sont pour la plupart des groupes qui interviennent dans plusieurs domaines, hein, aussi bien du trafic d'armes, du trafic de drogue, de la cybercriminalité, voire du trafic d'êtres humains. Avec un avantage pour la cybercriminalité, c'est que finalement, c'est moins risqué que les autres pans de leurs activités. Et puis, un autre phénomène, deux autres mêmes phénomènes. Le premier, c'est que malheureusement, ce monde de la cybercriminalité s'est structuré, s'est professionnalisé ces dernières années, ce qui fait que en fait, la sophistication des attaques augmente. Il n'y a pas forcément beaucoup plus d'attaques, même si globalement le nombre d'attaques a plutôt tendance à augmenter, mais ce n'est pas l'explosion dont on peut parfois entendre parler. Ça augmente, je dirais, presque naturellement, puisque c'est un business model qui est malheureusement pérenne. Mais en revanche, les attaques sont plus sophistiquées, plus efficaces, et finalement, il y en a beaucoup plus qui aboutissent. Alors, elles sont plus efficaces sur deux axes, hein. Un premier axe qui est une capacité des cybercriminels à faire du social engineering et donc à avoir à abuser la confiance des gens plus facilement, en tout cas d'abaisser le niveau de confiance des gens parce que les messages sont bien faits, parce qu'ils sont contextualisés, parce qu'ils sont nominatifs parfois. Et donc effectivement, c'est un premier axe. Et puis le second, c'est que du fait de cette professionnalisation, on peut acheter des vulnérabilités, on peut acheter des compétences, on peut acheter du code. Et finalement, les attaques sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus efficaces et elles ont plus de chances d'aboutir. Et alors ça, c'est lié effectivement à la montée globale de la structuration et de la professionnalisation du milieu cyber, mais c'est aussi lié à l'augmentation de la valeur des données et notamment des valeurs des données de santé. Les données de santé sont extrêmement recherchées. Au niveau global, au niveau mondial, ça s'échange un dossier médical entre 50 et 250 $. Donc on voit que c'est pas négligeable, sachant que quand on pirate un hôpital, on va en avoir des dizaines ou des centaines. Donc il y a un vrai intérêt financier derrière. Et du coup, effectivement, on a cette cybercriminalité qui augmente et qui cible les établissements de santé au sens large, parce qu'on parle beaucoup des hôpitaux, mais également les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires d'analyse, etc., qui eux aussi détiennent ces données de santé. Alors au niveau mondial, on retrouve un peu la même chose, puisque je dirais que la cybercriminalité n'a pas de frontières. Les hôpitaux et les établissements de santé français ne sont pas forcément plus visés que ceux, notamment en Europe, par exemple, en Europe de l'Ouest. Après, ce qui change, c'est éventuellement la maturité et la capacité de ces établissements à se défendre. Par exemple, si on prend le cas de l'Angleterre, qui a subi de très très fortes attaques, notamment à l'époque de WannaCry, forcément, ils sont un peu mieux équipés, ils ont pris conscience de cette problématique-là, peut-être un peu plus tôt qu'en France, et du coup, ils sont un peu mieux armés aujourd'hui, mais ils sont aussi autant visés, et c'est la même chose en Allemagne. On a un niveau de tension et d'attaque sur les établissements de santé qui est à peu près similaire partout en Europe, avec des résultats plus ou moins différents en fonction de la maturité et de la capacité de ces établissements à se défendre, mais il n'y a pas de différence flagrante et on ne peut pas dire que les hôpitaux français sont plus ciblés que leurs homologues italiens ou allemands ou anglais. Merci Christophe. Donc ces cyberattaques vont générer des incidents. On note en 2021 plus de 700 incidents déclarés. Vincent, quelle va être la tendance dans le rapport de 2022 ? À quoi faut-il s'attendre ?
À une stabilité pour le moins. Alors, il y a quelques paramètres qui viennent modérer un tout petit peu ces chiffres qui sont chaque année commentés. C'est la croissance du nombre de déclarations. C'est-à-dire que il a fallu un certain nombre d'années aussi pour mettre en place ce processus de déclaration obligatoire, aussi bien au niveau du secteur sanitaire, donc les hôpitaux, et maintenant du secteur médico-social. Donc une partie de l'augmentation des incidents s'explique simplement par le fait que les gens déclarent ce qu'ils ne déclaraient pas avant. Ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre est qu'effectivement, on peut noter une forme de... Il y avait eu une augmentation importante entre 2020 et 2021, peut-être dû à ce que je viens de préciser. On s'attend sur 2022 à avoir quelque chose d'à peu près similaire, avec des incidents de sécurité déclarés qui, au niveau de la cybercriminalité, seront essentiellement des ransomware, des cryptovirus avec demande de rançon, mais aussi d'autres incidents qui ne sont pas forcément liés à des cyberattaques, mais où les établissements de santé vont aussi déclarer une indisponibilité d'une certaine durée du système d'information ou une fuite de données qui aurait été provoquée par le personnel lui-même. Donc, incident de sécurité ne veut pas dire cyberattaque. Voilà. Mais on devrait avoir quelque chose d'à peu près stable. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas non plus de raison que ça s'intensifie, surtout que le système de santé est tout de même en train de s'armer. Mais on devrait voir quelque chose de stable et je pense que ce sera le cas dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Nous venons d'aborder ensemble la fuite de données, le vol de données. Christophe, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ces données, leurs valeurs, dans quelles circonstances elles fuitent ? Alors effectivement, les cybercriminels, leur intérêt, c'est de générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, ils ont besoin effectivement de négocier ces données. Alors il y a deux aspects. Les données, elles ont déjà de la valeur pour les hôpitaux ou pour les organisations victimes de l'attaque. Hein. C'est le principe du ransomware, hein. C'est-à-dire qu'on chiffre les informations et on va finalement les revendre à leurs propriétaires légitimes du départ pour pouvoir qu'ils puissent les récupérer et continuer l'activité. Parce qu'aujourd'hui, le système de santé, les hôpitaux, toutes ces organisations-là sont très dépendantes du numérique et on se rend compte qu'une fois que les données sont chiffrées, ben, finalement, on ne peut plus traiter les patients, on ne peut plus avoir de nouvelles admissions, on ne peut plus avoir les salles d'opération qui soient prêtes. Et donc, effectivement, c'est extrêmement critique. Et c'est aussi un des intérêts des cybercriminels, c'est d'agir sur des organisations critiques où, effectivement, la pression va être maximum et où, du coup, la tentation de payer à la rançon est forte, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Donc ces données, elles ont de la valeur, hein, je le disais tout à l'heure, entre 50 et 250 $ par dossier patient, sachant qu'un hôpital en traite des dizaines, des centaines, voire des milliers dans certains cas. Donc effectivement, il y a une très très forte valeur. Et puis, elles peuvent être également revendues à des gens à l'extérieur. Hein. C'est le principe des exfiltrations. D'ailleurs, très souvent aujourd'hui, les ransomware sont associés à de l'exfiltration d'informations. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est que on met une pression encore plus forte sur l'organisation. Hein. Non seulement elle ne peut plus fonctionner parce que les données sont chiffrées, mais en plus, on la menace de divulguer ces informations à l'extérieur. Ça, c'est la première chose, l'augmentation de la pression pour pousser à payer rapidement la rançon. Et puis, le deuxième, c'est que même si la victime ne paye pas la rançon, on a récupéré des informations et on va pouvoir les vendre à l'extérieur. Plein de gens sont prêts à acheter ces informations-là. Alors, tout le monde sait qu'elles ne sont pas forcément obtenues de manière très licite, mais c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning et de choses comme ça. Toutes ces technologies-là ont besoin de données. Si on veut mettre en place des mécanismes d'intelligence artificielle basés sur de l'aide diagnostique ou des choses de ce type-là, on va avoir besoin de données médicales. Et effectivement, un des moyens de les acquérir, c'est par ce biais-là sur le dark web. Donc effectivement, ces données ont une très grande valeur. Donc elles sont ciblées quasi systématiquement. Et malheureusement, il y a peu de chances que ça s'arrête, en tout cas du côté des cybercriminels. Donc la réponse, elle est plutôt du côté du durcissement de la sécurité et de la résilience du côté des organismes de santé. Alors c'est valable en France, c'est valable partout. Ces données-là s'échangent au niveau international et des données volées en France peuvent très bien se retrouver en vente en Asie ou ailleurs et exploitées à ces endroits-là. Je compléterai ce que tu dis, Christophe, par le fait qu'on a quand même il faut séparer deux types de données dans les hôpitaux, hein, pour rejoindre ce qui était dit. On a des données, des PDF, des Word. Voilà. C'est souvent ça qui est volé.
Et qu'est-ce qu'on va trouver sur ces documents? Des comptes rendus, des feuilles de liaison, des comptes rendus de biologie, d'imagerie. Donc ça, c'est une partie de la data. Et effectivement, comme le mentionnait Christophe, ça peut être vendu simplement sur le marché des identités. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à avoir des noms, prénoms, emails, numéros de portable, etc. Et là, les hôpitaux sont bien renseignés. Ils ont des fiches concernant les patients assez bien. Et puis après, il y a le deuxième volet qui est la donnée de santé, quelque part. Et la donnée de santé, on n'a pas encore affaire à ce qu'ont connu les États-Unis entre 2000, 2017, 2018. C'est carrément les vols de DPI, c'est-à-dire de bases de données, de dossiers patients informatisés concernant les dossiers patients de plusieurs centaines de milliers d'individus. Ça, on ne l'a pas connu encore en France. On s'en méfie. Il y a eu, il est arrivé qu'il y ait des tentatives d'exfiltration de la base de données, mais dans les affaires qui ont pu être médiatisées courant 2021 et 2022, c'est plutôt de la documentation sous format fichier, et c'est pas le cœur du réacteur qui est dérobé lors des cyberattaques. Et concrètement, quand un hôpital est victime d'une cyberattaque, concrètement, qu'est-ce qui se passe et comment est gérée la crise? Alors, je vais peut-être vous choquer un peu, mais la fuite de données est le dernier des soucis des gens le jour où il y a un problème sur un hôpital. Hein, le choc et la crise à gérer, elle est sur l'indisponibilité. Elle est sur l'indisponibilité. Le fait qu'il y a une fuite de données, c'est grave, c'est du juridique, ça se réglera plus tard. Il y aura des plaintes, il y aura des discussions d'avocats, on verra ça. Mais au moment même de la cyberattaque, on a des dysfonctionnements majeurs. Je rappelle que Corbeil-Essonnes et tous les hôpitaux hein, d'ailleurs qui sont cyberattaqués, l'une des premières décisions prises lors du constat de la cyberattaque, c'est le départ de patients qu'on n'arrive plus à traiter. Je parle des gens qui sont en réanimation, je parle de bébés prématurés en réanéonate, etc. Donc là, attention, on a un enjeu vie humaine. Hein. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on ferme les urgences. Grave. On dit à un bassin de population, venez plus. Si vous voulez, on n'est plus en capacité. On n'est plus en capacité de vous accueillir, de vous faire une IRM rapide, un examen de biologie pour diagnostiquer ce que vous avez. Donc, allez ailleurs, à 15 km, 30 km, 50 km. Et puis, il y a toute une désorganisation interne, parce que comme le disait Christophe, tout est numérisé dans un hôpital, hein, les fonctions support comme les fonctions métiers centrales. Et donc, lors d'un dernier incident cyber, s'est posé la problématique de comment les gens mangent ce soir. Parce que le logiciel de gestion des repas, bah, il était HS, et à l'intérieur, il y a tous les régimes alimentaires, sans sel, avec sel, sans sucre, etc. Et c'est des questions purement logistiques, mais que l'hôpital, pendant 36, 72, 96 heures, il est complètement perdu par rapport à ça. D'où l'intérêt, effectivement, et on va y revenir, de se préparer et de ne pas être voilà, abasourdi devant la cyberattaque et de découvrir les problèmes les uns après les autres, comme ça a pu arriver. Ils ont fait des entraînements importants, les hôpitaux qui ont été cyberattaqués. Et d'ailleurs, ils nous apportent du retour d'expérience. Je comprends, Vincent, que finalement, nos établissements de santé ont du mal à anticiper et à s'organiser. Dans cette gestion de crise, on le comprend. Pourtant, il existe des textes, des recommandations, des référentiels qui doivent
leur permettre de se mettre en conformité au niveau cybersécurité. Vous pouvez nous rappeler quels sont justement ces référentiels, leurs objectifs, leur contenu? Alors on a deux premières lois européennes donc, qui s'appliquent de facto aux établissements de santé. La première, c'est le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Article 32, le responsable de traitement, dans ce qui nous intéresse, la directrice ou le directeur de l'hôpital, est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité proportionnées au traitement de données. Donc ça, article 32 du RGPD, avec des amendes qu'on a pu voir tomber en Europe sur des hôpitaux néerlandais, des hôpitaux portugais, à hauteur de 400 000, 500 000 euros, parce que les CNIL ont estimé que ces hôpitaux n'étaient pas à l'état de l'art. Ou n'avaient pas mis en place les mesures. De sécurité adéquate. Première loi. Deuxième loi, février 2021, Emmanuel Macron déclare que les 135 établissements supports des groupements hospitaliers de territoire sont opérateurs de services essentiels. Ça veut dire directive Nice. Nice 1 et Nice 2 qui arrivent. 23 mesures de sécurité à mettre en œuvre, des contrôles réguliers et potentiellement des amendes sur la personne physique autant que sur la personne morale. Deux textes européens applicables à tous, sur lesquels l'ensemble des structures de santé doivent se caler. Pour la directive Nice, ça ne concerne que les opérateurs de services essentiels, mais leur niveau d'intégration avec les autres hôpitaux dans le cadre des GHT fait que quelque part, on pourrait dire que cette directive va finir par s'appliquer à tous. Et puis ensuite, on a des textes sectoriels français, qui impulsent la dynamique sécurité au sein des hôpitaux, la PGSSIS, le décret hébergement de données de santé, des textes que l'on attend, qui vont arriver cette année, ce premier semestre 2023, sur des mesures prioritaires à déployer et des financements proposés contre la mise en œuvre de mesures de sécurité. Donc le système est à la fois coercitif et en même temps apporte aussi des leviers, parce qu'on sait que la cybersécurité, elle est en cours. Elle est en cours de mise en œuvre, finalement, dans les hôpitaux. On est en rattrapage d'un certain retard systémique. Est-ce qu'on peut faire un focus sur le référentiel Mathurin H, Vincent? Alors, le référentiel Mathurin H, maturité numérique des hôpitaux, a un objectif, c'est de faire converger les référentiels. Aujourd'hui, un RSSI Santé, il a la PGSSIS, la politique de sécurité et les systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales, 183 mesures, 13 chapitres. Il a la directive Nice, 23 règles. Il a les mesures prioritaires du gouvernement français, 45 règles de sécurité à mettre en place. Éventuellement, s'il héberge des données de santé à caractère personnel, les règles de la certification HDS. Alors tout ça fait beaucoup. Donc les RSSI, depuis un certain nombre de temps, disent, globalement, dans vos référentiels, il est écrit la même chose. Ça pourrait ressembler à la norme ISO 27001 et à sa déclinaison en mesure opérationnelle, la 27002. Mathurin, son ambition, c'est de dire, on vous construit un référentiel central sur le système d'information en général, avec un volet cybersécurité, et ce volet cybersécurité, quand vous le traiterez, vous remplirez les autres, en fait. Voilà. C'est-à-dire on va converger vers un référentiel unique plutôt que d'avoir à alimenter X référentiels, X tendant vers plus l'infini. Une task force ministérielle est en train de se mettre en place. Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, elle était installée par 3 ministres.
le ministre de la Santé, François Braun, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du numérique, Jean-Noël Barrot. Donc l'objectif de cette task force ministérielle installée fin décembre, c'est de pouvoir produire un plan pluriannuel de renforcement de la cybersécurité des établissements de santé pour fin mars. Alors ils ne vont pas réinventer tout, puisqu'on a déjà, on l'a bien dit, hein, des référentiels, des instructions, mais ils vont certainement arriver à packager tout ça pour que ça soit clair, lisible, applicable, et ils vont pousser surtout derrière. Donc on attend impatiemment la feuille de route que va produire cette task force. Merci Vincent. Christophe, selon vous, est-ce que ce cadre réglementaire il est suffisant? Quelles préconisations on pourrait faire au-delà de ce référentiel? Alors effectivement, comme toujours en cybersécurité, le référentiel c'est important, mais ça ne fait pas tout en fait, hein. C'est une base, c'est quelque chose qui va permettre de mettre la capacité de protection du système d'information à l'état de l'art. Et puis ça va permettre également d'appliquer un certain nombre de contrôles, parce que la difficulté quand on agit dans ce domaine-là, c'est effectivement non seulement d'augmenter le niveau de sécurité, mais d'être capable de le mesurer et de le contrôler. Donc ça, c'est important, mais la cybersécurité, c'est pas que ça, c'est pas que de la technologie, c'est pas que des référentiels, c'est effectivement des processus, c'est effectivement des technologies et des techniques, et puis c'est des personnes également qui vont opérer, qui vont agir, puisque finalement, le traitement informatique n'est que le support du métier, et donc c'est pas une fin en soi. Et donc on va avoir effectivement des gens qui vont interagir avec ce système-là, et qu'il est nécessaire à la fois d'accompagner et de former, de sensibiliser. Je pense que c'est une des plus grandes difficultés dans le domaine du secteur de la santé, c'est d'obtenir cette sorte d'acculturation des personnels à la cybersécurité, puisque ça ne marchera pas. On peut avoir tous les référentiels qu'on veut, on peut déployer toute la technologie qu'on veut. Si les gens ne sont pas sensibilisés, si les gens n'ont pas un minimum de sensibilité, de compréhension des tenants et des aboutissants de la sécurité, finalement, on aura dépensé de l'argent pour un résultat qui sera décevant. Donc c'est vraiment très important. Et la difficulté, c'est qu'on est sur des personnels qui sont déjà très hétérogènes, à la fois en termes de besoins, de métiers, de fonctions, mais également en termes d'accès au savoir et de compétences. Donc il y a une grande difficulté à ce niveau-là. Alors c'est effectivement quelque chose qui est pris en compte, hein. Aujourd'hui, on sent bien que la maturité dans les systèmes de santé, notamment dans les hôpitaux, par rapport au cyber, est en train de rattraper finalement son retard, parce que c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, on a en France un peu un retard parce que la prise de conscience n'avait pas été faite. Dans tous les pays, elle se fait un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire c'est un peu malheureusement l'éducation par l'échec, hein. C'est souvent parce qu'il y a eu un certain nombre d'attaques et de problématiques qu'on se dit il est temps de faire quelque chose, et où effectivement on met les moyens à la fois financiers mais également humains et d'organisation. Donc il y a effectivement beaucoup de travail de ce côté-là, mais le référentiel c'est quelque chose d'important, parce que ça va aussi permettre d'avoir un moyen de juger les établissements les uns par rapport aux autres. Sans référentiel, on est incapable de mesurer, on est incapable de contrôler, donc c'est important. Alors il y a effectivement des efforts de simplification à faire, parce que dans le domaine de santé, comme dans bien d'autres, il y a plein de normes et plein de standards qui s'appliquent, et finalement ils ont tous un peu le même objectif, ils disent tous un peu la même chose mais différemment. Et en fait, effectivement, cette homogénéisation de ce qui est demandé finalement aux hôpitaux et aux systèmes de santé va être très importante, parce que ça va simplifier les choses et rendre la vie des RSSI un peu plus simple, ce qui est pas mal. J'en déduis qu'il peut y avoir des sanctions si un établissement de santé n'est pas conforme à cette réglementation. Bien sûr, via le RGPD. Et on attend de savoir qui sera l'opérateur, le contrôleur en fait de la directive Nice en France. Il se peut que ça soit la CNIL ou l'ANSSI. Ça va se décider lorsque la transposition de la Nice sera faite en droit français. Donc oui, il y a des organismes de contrôle. Il y a des organismes de contrôle qui, en plus, et je parle particulièrement pour la CNIL, expliquent gentiment que après avoir fait des années de pédagogie et d'accompagnement, elle va plus maintenant prendre son rôle de contrôleur, hein, et justement porter sa casquette un peu plus punitive que ça ne l'a été jusqu'aujourd'hui, ce qui suit une certaine logique, hein, de temps je dirais de mise en place de toutes ces bonnes mesures, et maintenant la CNIL prévient qu'elle va rentrer dans la phase un peu plus répréhensive.
Quand je vous écoute tous les deux, je pense et j'ai la conviction que tout ça, ça doit nécessiter beaucoup de moyens financiers. On sait d'ailleurs que depuis 2019, l'État intervient fortement pour accompagner ces déploiements pour sécuriser. Euh, Concrètement, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est suffisant? Bah, comme le disait Christophe, c'est pas suffisant. Bien sûr, il faut de l'argent, bien entendu. À un moment donné, il faut du sonnant et trébuchant pour acquérir des solutions, des logiciels de sécurité sur toute la chaîne de l'architecture technique, des firewalls, des sondes de détection d'intrusion, des antivirus, des anti-malware, des EDR, etc. Donc, il faut financer tout ça. Euh, Ce que j'entends en ce moment, c'est OK, du financement arrive, mais il nous faut des bras aussi. C'est-à-dire que c'est bien d'acheter des technologies qui nous renvoient de l'information en temps réel sur l'état de notre système d'information, qui nous alertent éventuellement. Encore faut-il qu'il y ait des techniciens, des experts, des ingénieurs devant pour pouvoir réagir et prendre les choses. Donc il y a une affaire financière, une affaire de mobilisation de ressources humaines compétentes, et comme le disait Christophe, une affaire d'acculturation aussi des personnels, parce que si on a une super porte blindée à 1 million, mais que les fenêtres sont ouvertes, ça ne sert pas à grand-chose. Alors justement, vous parliez des professionnels de santé. Comment on va les embarquer dans cette sécurisation de nos systèmes d'information de santé? Bah, je commence, parce que sans doute Christophe aura aussi des choses à dire. On a deux éléments de base dans la santé que je résume assez simplement. Un système habitué je dirais, une certaine organisation en interne, en externe, habitué à s'organiser lui-même, mais pas toujours très obéissant. Voilà, c'est pas un système qu'on met au pas simplement parce que on édicte des règles. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que l'hôpital est bienveillant. C'est-à-dire, on est dans un endroit ouvert, les portes sont ouvertes, les familles viennent. C'est pas comment dire, un camp militaire, un hôpital. Donc, la culture du risque numérique, elle n'est pas là. Donc, il faut la construire. Il faut, comme je le disais avec l'argument précédent, ne pas essayer de passer en force, parce qu'on a des forces plus fortes que soi dans l'hôpital. Je pense à la communauté médicale, à la communauté soignante. On ne leur impose pas quelque chose. On discute avec eux et on va déployer au plus près des métiers et des patients des technologies. Mais on est toujours dans une discussion, une pédagogie, une notion de conviction de l'intérêt de faire de la sécurité. Et c'est comme ça qu'on arrive et qu'on progresse. Christophe, qu'attendent nos professionnels de santé en matière de sécurité informatique? Alors, une sécurité large, hein, forcément, puisqu'on en a peu parlé jusque-là, mais l'hôpital, c'est un environnement extrêmement complexe, avec une surface d'attaque qui est très large, et puis ce qu'on appelle une hybridation, finalement, entre l'informatique, on va dire classique, avec les logiciels de gestion, les logiciels métiers, etc., mais également toute une partie OT, hein, technologie opérationnelle, hein, ce qu'on appelait l'informatique industrielle, où on a tous des objets connectés. Pas oublier qu'un IRM, par exemple, il y a 3 ou 4 PC dedans qui vont gérer l'imagerie et le séquencement de l'équipement. On va avoir des systèmes de pompes à insuline ou à morphine qui sont connectés, les respirateurs, etc. Et sur lequel, dans ces environnements-là, finalement, le service informatique de l'hôpital n'a pas la main complète, puisque en fait, c'est un peu, ça peut être assimilé à du shadow IT, hein, de l'informatique masquée, puisque en fait, on achète un équipement de production finalement, puisque pour servir le métier, et à l'intérieur, on a de l'informatique qu'on ne maîtrise pas complètement. On n'a pas le choix des versions, on n'a pas le choix forcément de patcher, même si aujourd'hui ça évolue. Donc un environnement qui est quand même relativement complexe, qui fait appel à des compétences multiples et une surface d'attaque qui est très large, et d'ailleurs qui va en s'élargissant, parce que de plus en plus aujourd'hui, on a de plus en plus d'objets connectés, on a même les patients avec des Wi-Fi visiteurs ou des Wi-Fi patients, tout ça se mélange, et donc une surface d'attaque très importante, donc une couverture nécessairement importante sur plein de sujets différents, et avec probablement des niveaux de criticité différents. Et c'est là où c'est important. On n'est peut-être pas obligé de protéger tout au niveau du système d'information de la même manière. Ça n'a pas forcément le même risque et le même impact qu'un hacking du Wi-Fi visiteur, ou effectivement le piratage d'une pompe à morphine, ou d'un système d'imagerie médicale, ou le vol de dossiers patients. Donc effectivement, tout n'est pas à mettre au même niveau. Et donc je pense que ça, c'est important,
peut-être pas mettre une pression maximale en disant il faut que tout soit tiré au cordeau et avoir une sécurité maximale partout, mais plutôt faire des choix en disant bah, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne peut pas s'arrêter, où est-ce que j'ai besoin d'une résilience maximale et où finalement quels sont les bouts du système d'information que potentiellement j'accepte de ne pas mettre en fonction quand j'ai une problématique qui peut être une attaque ou un dysfonctionnement d'ailleurs, et dont je peux me passer en mode dégradé en quelque sorte. Donc ça c'est des choses qui sont importantes. Probablement que les référentiels vont aider à ce niveau-là, en cartographiant mieux le système d'information et en définissant ce qui est critique, ce qui l'est moins, et finalement là où il faut mettre les efforts de protection et de résilience. Et par conséquent, est-ce que c'est toujours d'actualité, Vincent, les plaintes de nos RSSI qui disent: «Ah, c'est compliqué de mettre en place, une sécurité élémentaire. Ah, j'arrive pas à leur faire respecter la politique de mot de passe, je vous parle pas de l'authentification multifacteur». C'est toujours d'actualité? Alors, bien sûr, c'est d'actualité et ça rejoint un peu ce qui a été dit précédemment. Et le dernier point en particulier, c'est l'hétérogénéité aussi des actifs. Voilà. Donc, comme le rappelait Christophe, on a une partie des actifs qui sont le biomédical, hein, pompe à seringue, IRM, scanner, PET scan, mammographe, échographe, etc., qui embarquent une couche informatique et qui, parfois, sont toujours aujourd'hui compliqués à intégrer au système d'information parce que bah, c'est dans une direction différente que celle des systèmes d'information. Et il en est de même pour la gestion technique des bâtiments, qui est souvent attachée traditionnellement à une direction technique. Alors on voit fleurir dans les hôpitaux aujourd'hui quand même des DSN, des directions des services numériques, qui à un moment donné regroupent un petit peu, hein, voilà, parce qu'il y a vraiment un enjeu de maîtriser cet ensemble. Donc les RSSI, ils ont effectivement un problème de maîtrise de la cartographie. Déjà, il faut disposer d'une cartographie exhaustive de tout ce qui est connecté, de tout ce qui discute avec le monde extérieur, etc. Et ça, on l'a pas en un claquement de doigts. Ça demande effectivement une coopération avec plusieurs directions. Au niveau utilisateur, médecins, infirmières, pharmaciens, etc., bah, il y a une attente de simplicité et de fluidité complètement inhérente au métier, et il peut effectivement y avoir toujours des résistances lorsque la sécurité est vécue comme une contrainte. Hein, c'est-à-dire, il faut que vous ayez des mots de passe de 12 caractères qui changent régulièrement. Vous avez une carte à puce que vous devez insérer dans un lecteur et faire un code PIN. Alors, il y a des endroits où ça va, s'il faut faire ça une fois par jour. Et puis, il y a des endroits où ça ne va pas parce que l'accès à l'informatique authentifié, c'est 10 fois par heure. Donc, il y a une demande de ce que les technologies de sécurité ne bloquent pas le flux. Voilà. Donc, le RSSI, aujourd'hui, il est plutôt soutenu dans la démarche globale, mais il a toujours des petits cailloux un peu à résoudre. Et effectivement, il est tout à fait légitime qu'ils se plaignent de ne pas arriver à calibrer tout ça et à contrôler tout ça. Mais ça s'améliore. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis il peut y avoir 2 axes à ce niveau-là. Il y a effectivement un axe de pédagogie, de sensibilisation, etc., pour expliquer pourquoi il faut s'authentifier, quels sont les tenants, les aboutissants. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a également des technologies nouvelles qui peuvent être déployées, qui permettent de s'affranchir de ces mécanismes de mot de passe, par exemple, des technologies de passwordless ou de reconnaissance biométrique, qui permettent finalement d'obtenir le même résultat sans avoir la contrainte de taper le mot de passe ou de se réauthentifier manuellement toutes les 10 minutes, toutes les quarts d'heure. Donc effectivement, je pense qu'il faut jouer sur les 2 tableaux, de la sensibilisation, de la pédagogie, et puis peut-être déployer des technologies, en tout cas dans les endroits où effectivement la contrainte d'accès est forte et où finalement le choix entre sauver une vie et puis s'authentifier, on ne veut pas faire ce type de choix, justement, et donc de déployer des technologies qui permettent de s'affranchir de ça, tout en gardant le niveau de sécurité avec une authentification qui va se faire par d'autres moyens. Tout à fait. J'ajoute aussi, parce qu'on voit par rapport à ce qu'on décrit là, que je pense que les systèmes d'information de santé font partie des systèmes d'information les plus complexes. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur d'un hôpital parfois 250 à 300 applications métiers différentes avec des architectures techniques associées, le tout en réseau, avec des grands stockeurs, etc. Et de plus en plus, un désir de passer d'un mode château fort qu'on a connu pendant un certain temps, c'est-à-dire tout est fermé, sauf quand on ouvre le pont, à un mode hôpital intégré.
Donc on discute avec la médecine de ville, le patient devient acteur, il prend ses rendez-vous, il récupère ses comptes rendus, c'est-à-dire des systèmes d'information extrêmement exposés, multitechnologiques, avec des réseaux dont on a la maîtrise, d'autres dont on n'a pas la maîtrise, des architectures techniques dont on a la maîtrise, d'autres dont on dépend. Donc une chaîne de confiance difficile à établir sur la totalité du processus. C'est une des difficultés aussi de ce secteur, qui a besoin de mobilité, qui a besoin de réactivité, des choses qui ne sont pas naturellement compatibles avec un haut niveau de sécurité, d'où le fait de trouver les bonnes voies à chaque fois pour les métiers. En dehors de ce volet utilisateur, on voit qu'il est stratégique pour l'atteinte des objectifs de sécurité. Voyez-vous d'autres freins à débloquer? Il y a un problème RH, mais qui est assez général. On est aujourd'hui dans une situation nationale, voire même internationale, où il y a moins de techniciens, d'ingénieurs et d'experts en cybersécurité que le besoin. Donc, je lis des articles régulièrement. On parle de 6 000 à 14 000 postes non pourvus en France sur la cyber. Donc, c'est un autre enjeu, c'est qu'on arrive dans le système de santé avec un alignement de planète où on a un gouvernement au plus haut niveau qui est parfaitement conscient du problème, certes à cause des incidents vécus, des technologies qu'on a à disposition, de l'argent, quelque part, qui vient aussi alimenter tout ça, des référentiels, des normes, enfin tout est prêt. Et on peut buter sur un problème simple, c'est on n'a pas de ressources. Aujourd'hui, des experts cyber, tout le monde en cherche. Le 440, les ESN, les sociétés spécialisées en sécurité, les banques, les hôpitaux, tout le monde en cherche. Donc, c'est un enjeu important pour l'hôpital de savoir, OK, est-ce qu'on veut se doter d'une force cyber? Si oui, comment on fait? Et il y a des choses à réviser, comme l'attractivité aussi de l'hôpital, qui est pas forcément évidente, versus des sociétés privées qui payent mieux, plus. Voilà, il y a toujours des problèmes de grille à l'intérieur des hôpitaux. Donc, il faut lever aussi ces obstacles si on veut avoir des ressources. Et ça pourrait être un frein de ne pas avoir les bras. Justement, est-ce qu'on pourrait imaginer que pour pallier à ces problèmes de recrutement et d'experts sécurité, étant donné qu'on a des ressources en tension, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt chercher une solution en révisant les architectures dont vous parliez tout à l'heure, Vincent, ces architectures qui historiquement sont plutôt en silo dans le domaine de la santé? Alors oui, alors les architectures des applications, ça va être compliqué de les réviser tout de suite parce que du côté applicatif, alors j'imagine que ça va évoluer, mais ça va prendre du temps, hein. C'est des applications qui n'évoluent pas du jour au lendemain et puis on est dans un contexte métier compliqué. En revanche, les architectures et les infrastructures de sécurité, oui, aujourd'hui, il n'y a pas que dans l'hôpital où on constate ça, hein, puisque le manque de ressources, alors effectivement, certes, il est peut-être exacerbé dans le monde de la santé, mais il existe partout. Au niveau mondial, on estime qu'il manque 3,5 millions de profils cybersécurité. Donc on voit que ce manque, en plus, il risque de durer parce qu'on va pas résorber ce manque en quelques mois, ça va prendre du temps. Donc effectivement, si on peut préserver les ressources qui font de la sécurité et faire en sorte qu'elles soient sur des tâches finalement plus à valeur ajoutée et plus intéressantes, parce qu'en fait, on a un double problème au niveau des profils. On a du mal à en trouver, et quand on en a, on a du mal à les retenir. Parce que si on leur propose des postes où finalement ils vont s'ennuyer, où ils vont faire des choses répétitives ou pas très intéressantes, au bout d'un moment, ils vont aller voir ailleurs, d'autant plus qu'ils sont très sollicités puisque c'est un domaine en tension. Donc effectivement, c'est important de leur proposer à la fois des postes bien rémunérés, mais également des postes qui soient intéressants et qui permettent une évolution. Donc effectivement, on constate d'une manière générale qu'au niveau de la cybersécurité, on est en train de quitter ce mode en silo, hein, très indépendant, ce qu'on appelait le best of breed. On prenait la meilleure solution dans chaque domaine et puis on avait une équipe qui gérait ça. Avec aujourd'hui une approche plutôt plateforme ou mesh. Le Gartner parle de cyber security mesh architecture, hein. Donc c'est bien ça. L'idée, c'est finalement, il y a deux intérêts. Le premier, c'est de préserver les ressources et donc pouvoir automatiser, intégrer, apporter de la synergie, donc pour que les ressources finalement soient moins gaspillées en quelque sorte. Et puis le deuxième intérêt, c'est d'apporter de la valeur à la sécurité, puisque les approches en silo, c'est intéressant, mais si on arrive à faire dialoguer tout ça, ça devient encore plus intéressant. Très souvent, dans les approches en silo, on se rend compte que le résultat final, il est malheureusement inférieur à la somme des parties. On a de la perte parce qu'on rajoute de la complexité, parce que les gens passent plus de temps à intégrer les produits entre eux qu'à réellement les utiliser, parce qu'on passe plus de temps à faire marcher tout ça plutôt que de faire de la sécurité.
Donc c'est vraiment très intéressant ces approches de type plateforme parce que ça va libérer de la ressource et en plus ça va permettre d'augmenter le niveau de sécurité ou en tout cas éviter que la technologie fasse que on a des contraintes qui abaissent finalement ou en tout cas n'arrivent pas au résultat optimum qu'on serait en droit d'attendre. Donc ces approches de plus en plus on les constate dans tous les secteurs et je pense que le secteur de l'hôpital qui est un secteur très en tension peut en tirer la quintessence en quelque sorte. Oui, c'est le principe d'hybridation. Enfin, je peux un peu je rejoindre, c'est que lorsqu'on veut faire de la cybersécurité, il y a une question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sous-traite. Donc voilà, ça c'est un enjeu important qui va à la fois qui est sur le volet technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer notre sécurité, et qu'est-ce qu'on peut pas faire et on va travailler avec un partenaire, un éditeur, un industriel qui va le faire à notre place. Et il y a aussi l'aspect RH en disant, est-ce que l'hôpital doit à un moment donné, recruter une équipe de 6 experts cyber pour faire tourner une application de supervision 24/7. C'est peut-être pas son job. Peut-être que ça peut être fait par une société extérieure et que le rôle du RSSI est plutôt d'être un chef d'orchestre, justement, de sa plateforme de sécurité multi-acteurs et de ne pas avoir forcément toutes les ressources techniques à l'intérieur. Donc, il y a tout ce sujet et on va pendant longtemps être sur des modèles hybrides avec une partie réalisée à l'intérieur, contrôlée par les établissements de santé et puis des modèles externes avec de la supervision extérieure, des progiciels gérés par des entreprises dont c'est le métier. C'est très clair. Merci à tous les deux. En résumé, nos perspectives d'amélioration en matière de cybersécurité de la santé en 2023 reposent principalement sur 3 piliers. Le pilier du référentiel, le pilier financement et je retiens, last but not the least, le pilier aspect humain, que ce soit utilisateur, ressources, expertes. Est-ce qu'en conclusion, on peut se dire tous les trois que 2023, ce sera et c'est l'année de la cybersécurité dans le domaine de la santé? On peut raisonnablement le penser parce qu'on a, comme on l'a évoqué, un alignement tout de même de toutes les forces, hein, c'est-à-dire l'État, les groupements hospitaliers de territoire avec des équipes demandeuses d'augmenter ce niveau de sécurité, des professionnels de santé maintenant, je dirais, au fait des dangers et des risques, même si il y a encore un gros travail d'acculturation. Mais oui, on peut envisager que 2023 sera une bonne année. Moi, quand j'ai créé l'Apsis en 2010, on était assez peu nombreux à essayer de mettre ce sujet à sa bonne place. Aujourd'hui, il y est, on est dedans, donc toutes les forces me semblent être bien organisées pour avancer, c'est clair. Oui, tous les facteurs sont là, hein. Je pense qu'il y a la volonté, il y a les moyens et puis, il y a les référentiels qui sont en train de se mettre en place. Donc, au final, ça ne peut que, s'améliorer et le niveau de sécurité va augmenter, au cours de l'année, ce qui est probablement la première fois qu'on a la conjonction de tous ces facteurs, qui arrivent en même temps. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci messieurs. Et les hackers n'ont qu'à bien se tenir.